C'est ainsi que l'examen du délire nous permet de viser les particules élémentaires de la personnalité. L'expérience délirante s'enracine dans les réalités sociales. Les persécutions sont une réalité attestée quotidiennement dans les médias et sur les réseaux sociaux. Elles sont bien réelles, tout comme les revendications et demandes de justice. De même pour l'infidélité, l'amour, le prestige social, la parenté, l'influence d'autres personnes, les références dissimulées. Les maladies et la ruine sont aussi des faits réels et ordinaires. La croyance religieuse reste le seul fait réel paradoxal, puisque son existence est fondée sur un imaginaire collectif. Les autres faits sociaux sont des faits scientifiquement observables. Marie Miraflores vient d'énumérer les faits sociaux qui correspondent aux contenus principaux des délires, nommés délire de persécution, de revendication, de jalousie. L'érotomanie, la mégalomanie, le délire de filiation, d'influence, de référence. L'hypocondrie, le délire de ruine et finalement le délire mystique. Enfin, il existe aussi le délire nihiliste, dans lequel l'individu croit qu'il n'existe pas ou qu'il est décédé. Il serait impossible de spéculer sur le passage de ces réalités en croyances. Cependant, nous pouvons établir un rapport entre les réalités collectives et les fausses croyances. Les théories du complot constituent un bon exemple, car elles possèdent des éléments réels. Ainsi, nous pouvons nous demander comment les réalités collectives deviennent de fausses croyances. Un autre obstacle concerne les racines sociales des croyances individuelles impossibles. Ces convictions individuelles sont en rupture avec les objets extérieurs. Nous ne devons pas nous étonner du fait que cette question reste sans réponse, étant donné la discontinuité présente ici entre le fait individuel et le fait collectif. Mais nous pouvons nous pencher sur les délires collectifs, en tout cas sur les croyances collectives non institutionnalisées. En effet, l'institutionnalisation des croyances donne en revanche une légitimation à l'idée, ce qui lui permet d'échapper à la désignation d'idées délirantes. Ainsi, toute croyance se rapproche du délire. La seule façon d'échapper à la croyance réside dans l'attitude d'incroyance, la posture du doute ou le scepticisme. Gardons le repère du délire comme croyance fondée sur une fausse information. Il nous reste la tâche de distinguer le vrai du faux. La science s'évertue à chercher des informations sûres et des lois objectives. L'institutionnalisation d'une idée constitue un garde-fou. L'institutionnalisation protège l'idée qui ne peut plus être considérée comme un délire. La science reste un ensemble de connaissances institutionnalisées par l'académie. L'université joue un rôle important dans la distinction du vrai et du faux, de l'admissible ou du non-admissible, de la réalité ou du délire. D'autres institutions jouent également un rôle dans l'imposition de la vérité. Les églises marquent les idées religieuses d'un sceau institutionnel qui les empêche d'être considérées comme délirantes. Les mots deviennent chaque fois plus polémiques, car les luttes pour le pouvoir s'insinuent dans la constitution de la réalité-vérité. Ces combats se font à travers les différents systèmes sociaux, aptes à devenir des dispositions complexes de la personnalité. Nous avons dit science et religion, mais nous pouvons ajouter politique, parenté, économie. En faisant suite aux paroles d'Adam Lévesque, je ne vais pas conclure, j'avance uniquement des propositions initiales. L'expérience délirante s'enracine dans les rapports de force sociaux. On distingue différentes formes de délire dans ces rapports de force. Le contenu de ces délires exprime les rapports de force au sein de la condition hiérarchique présente dans les sentiments de supériorité et d'infériorité. La distinction radicale du bien et du mal
constitue la condition des expériences délirantes. L'expérience délirante s'érige contre l'incertitude et l'inexplicable concernant l'existence du mal absolu.